Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet nouvel épisode de TDAH Family. Aujourd'hui, je suis ravie et honorée de recevoir le docteur Jonathan Moussa, médecin généraliste et spécialisé dans le TDAH. Aujourd'hui, on va aborder des questions sur la médication, le diagnostic ou encore le rôle du médecin dans la prise en charge du TDAH. J'espère que vous êtes bien installés car cette discussion fut fort intéressante. Bonsoir Jonathan, ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté mon invitation sur ce podcast parce que j'ai beaucoup de questions à te poser. Tu es médecin généraliste, tu travailles en Suisse et en France et tu es spécialisé aussi dans le TDAH. Et pourquoi tu, pourquoi tu mets la tête comme ça? Non, mais voilà, tu as une page vie de TDAH sur Instagram, donc tu parles beaucoup du TDAH et j'aimerais bien que tu te présentes, ton parcours, ce que tu fais dans ton métier, pourquoi tu t'intéresses au TDAH. Je te laisse la parole pour répondre à ces questions. Bonjour, merci à toi pour ton invitation qui me fait très plaisir, qui me touche beaucoup. Je suis ravi de passer ce moment avec toi. Alors pour répondre à ta question, oui, je suis médecin généraliste. Donc je suis docteur en médecine générale et je me suis intéressé au TDAH assez tardivement en fait, même après la fin de mes études. Comme tu le sais peut-être, dans les études médicales, le TDAH, quand moi je faisais mes études, je suis pas si vieux que ça, mais ça fait quelques années déjà. On n'abordait pas vraiment. Enfin, c'était pas un trouble psychique qu'on abordait au cours de notre parcours. Et en fait, je suis tombé par hasard sur une vidéo qui parlait du TDAH. Je me dis, tiens, je vais quand même aller regarder ce que c'est. Finalement, je me suis vraiment reconnu dans les symptômes du TDAH. Je me dis, merde, quand même, ça me ressemble un peu. Je suis allé creuser un petit peu plus. Le sujet m'a passionné. Je me suis reconnu un peu. J'ai reconnu des membres de ma famille. Et puis, voilà, je me suis tellement intéressé à ce sujet que ben, j'ai décidé d'en faire mon sujet de thèse. Parce que quand on devient docteur en médecine, alors c'est un passage un petit peu obligatoire, pour avoir le doctorat, on doit soutenir une thèse de médecine. Alors les thèses de médecine générale, je les compare absolument pas aux thèses de sciences, qui sont des gros pavés. On a des thésards qui sont dessus pendant 2, 3 ans à temps plein. Nous, on fait ça sur notre temps libre, quand on a du temps, etc., en plus de notre boulot. Donc, ça peut paraître un petit peu faiblard pour les thésards, mais voilà. Donc, j'ai soutenu ma thèse de doctorat sur la prise en charge du TDAH de l'adulte en médecine générale, avec le CHU de Strasbourg et le docteur Sébastien Weibel. Et voilà, c'est comme ça que je me suis intéressé au TDAH, que j'ai commencé à repérer, à dépister en France, en cabinet. Et puis, effectivement, depuis quelques temps, comme tu l'as dit, j'exerce en Suisse, où là, effectivement, le médecin généraliste peut avoir plus de rôle dans la prise en charge du TDAH, peut diagnostiquer, voire même introduire des traitements selon certaines conditions dont on parlera tout à l'heure, j'imagine. Ok, excellent. Ben, ça me pousse à te poser des questions sur le diagnostic, parce que le diagnostic, ça reste quelque chose qui est encore assez flou dans la tête des gens. Moi, j'ai quotidiennement des messages de personnes qui me demandent comment ils peuvent se faire diagnostiquer, par qui, de quelle manière, est-ce que le TDAH à l'âge adulte, ça se diagnostique? Ils sont un peu perdus et très souvent, je reçois toujours ces tests. Oui, j'ai fait les tests, j'ai fait les tests, j'ai fait les tests. Moi, personnellement, quand j'ai été diagnostiquée, j'ai pas fait de tests. C'est des tests cognitifs, c'est ça, hein, ça mesure la praxie, l'impulsivité et l'inattention, je crois. Ouais. Et donc, tous les gens se posent des questions sur comment se faire diagnostiquer. Et en fait, dans cette histoire de diagnostic, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte quand les gens recherchent un diagnostic TDAH. Donc, c'est comme je l'ai dit, on recherche jamais un diagnostic TDAH parce que tout va bien dans notre vie, tu vois. Ouais, C'est exactement. que vraiment, on arrive à un point de non-retour pour certains. Et puis, on sait que souvent, il y a des comorbidités qui viennent se greffer, comme la dépression, les addictions. Et donc, les personnes commencent à se poser des questions et à se demander pourquoi ils n'arrivent pas à s'en sortir, parce que pour la plupart, ils sentent quand même qu'ils ont envie de faire plein de choses dans la vie, qu'ils ont envie d'avancer, mais ils ont ces difficultés à avancer. Et en Mhm. fait, comment se passe un diagnostic? Est-ce que les tests sont obligatoires? Quand tu fais des tests et que ces tests reviennent positifs, est-ce que tu as un diagnostic TDAH ou pas? Et qui peut bien évidemment diagnostiquer le TDAH? Bah, ce sont des questions qu'on entend effectivement, comme tu le dis, très 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 souvent. Tu dois l'entendre souvent. Moi, je l'entends tous les jours, cette question-là. La réponse, elle est simple. Et là, sachant qu'on va surtout parler de l'adulte. On pourra parler de l'enfant si tu veux, mais
c'est un petit peu plus spécifique. Le diagnostic du TDAH, c'est un diagnostic qui est clinique, strictement clinique, c'est-à-dire qu'il est la conclusion d'une consultation, d'une discussion, d'un entretien entre le médecin et le patient. Cet entretien, qui peut être long, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, va baser sa conclusion sur les symptômes du TDAH, c'est-à-dire on va essayer de recueillir tous les symptômes. On va aussi avoir le critère de la chronologie, de la temporalité, savoir quand est-ce que sont apparus ces symptômes. Est-ce que c'est dû à un événement de vie? Est-ce que c'est dû à ci, à ça, à ça? Est-ce qu'on arrive à dater le début du symptôme ou bien est-ce que ça a toujours été là? Sachant que le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement, donc on va rechercher des symptômes dès le plus jeune âge. Pour faire un diagnostic chez l'adulte, on veut que les symptômes soient là avant 12 ans, minimum. Minimum, hein, c'est le grand, c'est le cut-off. Si c'est apparu après, on s'oriente pas vraiment vers un TDAH. Alors, c'est la première des choses. Le diagnostic est clinique, c'est-à-dire une discussion avec des symptômes, des retentissements, comme tu l'as bien dit. Il faut que ça ait un impact négatif sur la vie de l'individu. C'est un critère qui est indispensable. Vous pouvez cocher toutes les cases, faire tous les tests que vous voulez. Si vous n'avez pas de problème dans votre vie à cause de ces symptômes-là, vous n'avez pas de TDAH. Alors, je sais Tout à que fait. c'est difficile à entendre pour certaines personnes qui se reconnaissent beaucoup. Ça pose aussi le problème de l'autodiagnostic, qu'on voit beaucoup en ce moment. Alors, je sais que c'est un peu polémique. Je ne sais pas si on va pas trop parler de ça, mais le diagnostic du TDAH, c'est un diagnostic médical. Il est posé par un médecin. Si le diagnostic n'est pas posé par un médecin, vous n'avez pas de diagnostic de TDAH. Je sais que c'est dur à entendre, Ouais. pour ça comme pour les autres troubles, mais j'ai déjà vu des patients qui se sont trompés. Ils sont venus me voir pour que je leur dise que je remette le tampon TDAH, et en fait, c'était pas ça. C'était pas ça. Leurs problèmes, les problèmes qu'ils avaient dans leur vie, ça venait pas de là. Faites très Ouais. attention avec ça aussi. Donc, effectivement, surtout chez l'adulte, le diagnostic est clinique, il est posé par un médecin sur la base de symptômes, de retentissement du début de l'âge des symptômes, et on n'a pas besoin de tests. On n'a pas besoin de bilan neuropsy, on n'a pas besoin de prise de sang, on n'a pas besoin d'examen. Je vais même aller plus loin, c'est qu'on ne peut pas conclure sur la présence ou sur l'absence d'un TDAH sur la base de bilan neuropsy. Si vous avez un bilan qui vous dit vous avez un TDAH, vous oubliez. Enfin, on ne Wow. peut pas conclure à l'existence d'un TDAH sur la base d'un bilan. C'est Le incroyable, hein. diagnostic est clinique. Il est clinique. C'est le médecin qui le pose parce qu'il a des symptômes, des faisceaux d'arguments, qu'il observe des retentissements et que ça colle dans votre histoire de vie, dans votre histoire familiale et qu'il n'y a pas d'autres troubles qui expliquent ces symptômes-là. C'est aussi un C'est des fou. critères importants du diagnostic. C'est fou, c'est vraiment fou ce que tu dis parce que, et puis je suis très contente que dans ta qualité de médecin, tu puisses vraiment apporter ces précisions. Même si je le savais, c'est vrai que quand on arrive avec des gens qui ont fait des tests, ou moi j'ai beaucoup de gens qui me disent oui, c'est une psychomotricienne ou une thérapeute quelconque qui m'a diagnostiqué. Les gens ne comprennent pas que non seulement les tests n'ont pas de valeur, j'ai envie de dire, médicale, diagnostique, et qu'en plus, seul un médecin peut poser ce diagnostic. Donc la question, c'est pourquoi certains psychiatres, surtout en France, envoient leurs patients faire ces tests, ce bilan neuropsychologique. Ça peut me causer des problèmes, hein. Non, mais c'est vrai parce que il y a beaucoup de gens. En Ouais. plus, au-delà, tu vois, par exemple, en Suisse, je sais que c'est pas un problème, c'est des tests quand c'est envoyé par un psychiatre. Souvent, Mm. c'est des tests qui sont pris en charge par l'assurance Ok. maladie. En Ouais. France, franchement, c'est hors de prix, quoi. Ouais. C'est minimum 350 pour un bilan. Euros. Alors, c'est des prix français, hein, avec des salaires français, hein. Mais c'est ça c'est ça qui fait, moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'on met une barrière à l'entrée de la santé mentale, en fait. C'est-à-dire qu'on Mhm. a cette barrière qui est le prix et qui, je trouve, est complètement injuste. Et en fait, ces gens se retrouvent perdus. Je reçois aussi énormément de messages, tu sais, de gens qui me disent, écoute, moi, j'ai pas 500 balles à mettre dans un diagnostic, j'ai pas accès à la santé mentale, je n'arrive pas à trouver de psychiatre. Donc, c'est des gens qui restent en errance médicale. Et donc, moi, pour revenir à ma question, pourquoi certains psychiatres renvoient la balle à des neuropsychologues pour faire ces fameux tests neuropsychologiques? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que dans ce que moi j'ai vécu dans la pratique, quand je vois des psychiatres envoyés pour des bilans, on a l'impression qu'ils veulent se reposer sur le bilan pour poser un diagnostic. Alors que comme je viens de le dire ici, le diagnostic, il ne se pose pas sur les résultats du bilan. Le bilan peut apporter certains arguments en faveur ou en défaveur,
Il ne permet pas de trancher, de donner une conclusion, si tu veux. À la base, moi, je pensais qu'il faisait ça pour éliminer d'autres troubles, des troubles 10, des troubles associés, que c'était une exploration du TDAH. Et en fait, ce qu'on voit dans la réalité, c'est que certains médecins l'utilisent en test Diagnostic. diagnostic. Alors, à la question pourquoi, je peux pas te répondre. D'accord. C'est pas quelque chose que moi j'aurais fait, que je ferais en tout cas. Je propose des bilans à certains patients quand je vois qu'il y a peut-être des troubles associés, qu'il y a des doutes sur des troubles des apprentissages, des doutes sur un coefficient intellectuel ou des choses comme ça. Mais Tout à pour fait. poser un diagnostic, pas vraiment. C'est vrai, mon médecin m'avait dit que, donc lui, il fait pas de tests neuropsychologiques pour les adultes, ça c'est sûr. Et il me disait que des fois, il envoyait justement pour mesurer le quotient intellectuel Ok. s'il avait un doute sur ça. Et donc, mais sinon, il n'y avait pas de Pas vraiment test d'indication chez l'adulte. neuropsychologique. Ouais. Chez l'adulte, Est-ce ça sert pas à grand-chose. que le fait que on dit qu'il y ait des psychiatres qui soient spécialisés du TDAH et d'autres non, ça peut répondre à cette question? Ça peut, si, par exemple le psychiatre ne se sent pas légitime ou tout à fait bien formé pour poser le diagnostic, il va essayer de se relayer sur l'avis de quelqu'un d'autre, qui va pouvoir apporter des preuves, enfin, des arguments mesurables. Parce que je Ouais, pense que c'est ça qui rassure les médecins, c'est qu'un bilan, c'est mesurable. tout à fait. On coche des cases, on remplit des numéros, puis à la fin on a un score. Ouais, On arrive à faire un graphique magnifique et on se base sur ce graphique et sur ces résultats pour poser un diagnostic. Sauf que ouais, c'est pas ça le TDAH. ouais. C'est pas, comme je disais tout à l'heure, on pouvait remplir toutes les cases et ne pas avoir de TDAH. Comprenez? Oui, bah c'est pour ça qu'on C'est fait ça le problème. un diagnostic différentiel, parce qu'il y a beaucoup d'autres troubles ou maladies mentales qui vont venir mimer le TDAH. Quand on est dans une dépression, on a beaucoup de troubles de l'attention, de la mémoire de travail, et donc ça peut venir fausser les résultats. Et donc, en fait, quand on a un mauvais diagnostic, eh ben, on soigne, entre guillemets, la mauvaise pathologie et la personne, elle s'enfonce. L'erreur diagnostique, elle amène à une erreur thérapeutique, à une errance thérapeutique, à une errance diagnostique de fait, parce qu'on traîne des années avec le mauvais diagnostic, Mm. une maladie qui s'enfonce, un cercle vicieux qui se met en place et une sensation où le patient dit ben je peux rien faire, Dans je peux cette rien faire, question je du, vais jamais m'en sortir. ouais, mais tu sais, dans cette question de la prise en charge du TDAH, moi, ce que je trouve qui est terrible, c'est que le process de diagnostic qui est actuellement en fait mis en avant, à savoir ces tests neuropsychologiques et après la validation d'un médecin, puis ensuite la médication et puis ensuite bah rien, la stratégie, les stratégies, parce que on a aussi remarqué et ça aussi c'est des choses que je prends avec des pinces parce que moi je suis pas psychologue, je suis pas spécialiste enfin professionnelle de la santé. Et on a vu que les thérapies comportementales, pour certaines personnes, avaient pu apporter quelque chose de bon, mais c'est pas des thérapies qui sont très effectives pour les personnes qui ont un TDAH. Parce que ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, comme on l'a dit juste avant, ils ont tellement galéré dans leur vie, vu que le TDAH, il a un impact tellement dévastateur sur tous les aspects de la vie. Et donc, je pense que le travail, il est plus profond. Mais ça, c'est ma façon de voir les choses et ce que j'observe en étant une personne qui a un TDAH, en parlant quotidiennement avec des personnes qui ont des TDAH. Je trouve que le TDAH, il y a un gros manque de crédibilité autour de ce trouble de par sa prise en charge actuelle. Ok. C'est-à-dire que aujourd'hui, déjà, le nom trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, C'est un verre de c'est pas très représentatif du TDAH et qu'en plus, la gravité des conséquences que ce trouble non diagnostiqué peut créer dans la vie des gens ne sont pas assez mises en avant. Très souvent, il y a ce sentiment de honte quand les personnes n'arrivent pas dans la société, tu vois, à, euh, à rester, tu vois, à évoluer dans une entreprise, à avoir des problèmes d'addiction, à avoir un appartement sans dessus-dessous, tu vois, parce que ils n'arrivent pas à s'organiser, à être toujours en retard, tu vois, il y a tellement d'impact et tout ça, c'est pas mis en avant dans le trouble du TDAH. oui, tout à fait. C'est une très bonne remarque et c'est très dommage. Et je pense que même les prochaines recommandations de l'HAS qui sont en cours ne devraient pas tarder à être mises officiellement sur les sites Internet. Je pense qu'elles ne prennent même pas ça en compte. Tu vois? C'est quoi la C'est pas- sèche?
L'HAS, c'est la Haute Autorité de Santé française. Française, d'accord. Bon, tu sais, le gouvernement français est en train de sortir une nouvelle stratégie nationale de prise en charge des troubles du neurodéveloppement et du handicap. Donc, ils sont en train de refaire toutes les recommandations. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, voilà. Je parlais des TCC tout à l'heure, ce serait la seule prise en charge non médicamenteuse qui serait validée. Alors que, effectivement, comme tu le dis, les TCC peuvent être intéressantes, ne fonctionnent pas chez tout le monde, mais effectivement, c'est la thérapie la plus validée sur le plan scientifique. C'est, quand on dit validée sur le plan scientifique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'études qui disent que ça marche. Ça veut D'accord. juste dire ça. Ça veut pas dire ça marche ou ça marche pas. Ça veut dire D'accord. que on a eu suffisamment de publications pour dire que statistiquement, on voit une amélioration. Et quand D'accord. on te dit qu'une thérapie n'est pas scientifiquement validée, ça veut pas dire qu'elle marche pas, parce qu'elle Mhm. marche. On dira peut-être qu'elle marche dans 5 ans ou 10 ans. On dit que D'accord. pour l'instant, on n'a pas assez de publications qui disent que ça marche. Tout ce qui est coaching, méditation en pleine conscience, mindfulness, tout le bazar, remédiation, neurofeedback, pour l'instant, c'est pas encore suffisamment scientifiquement validé pour que ce soit Tout à fait. considéré comme une thérapie viable. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est rapidement les thérapies comportementales? La thérapie cognitive et comportementale, comme son nom l'indique, va essayer d'influer sur ton fonctionnement, ton mode de pensée, donc ta cognition et ton comportement, sachant que les deux sont liés. Si tu veux, pour être très schématique, tu as un stimulus, donc il se passe quelque chose, ton cerveau va le prendre en compte, va le prendre en charge et va adapter son comportement. Dans certains troubles, on voit que la façon de penser face à un stimulus, que ce soit une action, une pensée, une émotion, il va être ce qu'on appelle anormal. Il va sortir du champ de ce qu'on appelle normal, c'est-à-dire non pathologique. Je sais que certains n'aiment pas ces termes-là, mais bon, c'est ce qu'on Ouais. dit. On va rentrer dans le champ du pathologique, c'est-à-dire que le mode de pensée et le comportement qui en découle posent un problème, soit pour la personne elle-même, soit pour son entourage. L'objectif de la TCC, c'est entre guillemets de rebrancher les circuits, c'est de reprogrammer un petit peu la façon dont notre cerveau réagit à un stimulus et du coup de rebrancher un peu notre comportement face au stimulus. C'est apprendre à changer certains schémas de pensée ou C'est un d'action. entraînement psychique. On va apprendre à penser et à réagir différemment face au même stimulus. Ok. Ok, super. Donc pour le diagnostic, donc ça c'est super clair. On a vu que seuls les médecins pouvaient poser un diagnostic, que le diagnostic du TDAH, c'était pas un diagnostic à prendre à la légère, c'est un diagnostic médical. Ouais. Le TDAH est répertorié dans le DSM-5, qui est le manuel de diagnostic des pathologies mentales. Dans le TDAH, euh, on a ce niveau au niveau émotionnel, la régulation, la dérégulation émotionnelle, qui est un point super important du TDAH et pour lequel, dans ce manuel de diagnostic, les émotions ne sont pas prises en compte, en fait, dans le diagnostic. Pas encore, j'ai envie de dire. Pas encore, parce que je pense et j'espère que dans les prochaines versions, les troubles de la régulation de l'émotion apparaîtront dans la liste des symptômes. Parce qu'effectivement, c'est un des symptômes cruciaux du TDAH. On s'en est rendu compte un peu après, mais certains le mettent en rapport avec l'impulsivité. Bon, alors, tous les symptômes sont un peu intriqués en fait. Hein, on essaie de les classifier, mais c'est un tout, c'est une globalité le TDAH. Et effectivement, la régulation des émotions, c'est un des premiers problèmes, un des problèmes qui pose les plus soucis pour les patients qui ont un TDAH, notamment les adultes, aussi Ouais, les enfants d'ailleurs. Vraiment, le fait de contrôler ses émotions, contrôler également son impulsivité, ça pose un gros problème dans les relations sociales, dans les relations professionnelles, dans les relations amoureuses, dans les relations avec ses enfants quand on est parent par exemple, ou avec ses propres parents. Euh, c'est un tout des à premiers fait. problèmes et qui est un peu laissé sur le côté Ouais. dans les prises en charge Et pour c'est pour l'instant. ça qu'il y a des erreurs de diagnostic, des fois, avec le trouble de l'humeur, par exemple. Ouais, tout à fait. Donc, des gens sont médiqués pour un trouble de l'humeur alors qu'ils ont un TDAH. C'est ultra fréquent. C'est ultra fréquent. D'ailleurs, c'est une série de vidéos que j'avais commencé. J'ai un peu de retard, j'en ai fait qu'une, qui concerne les troubles associés du TDAH. Il y a beaucoup de troubles psychiques qui ont des symptômes qui se superposent avec celui du TDAH. Comme tu dis, effectivement, les troubles de l'humeur, ça en fait partie. Et ce sont les plus fréquents, hein, notamment les troubles dépressifs, un peu les troubles bipolaires. Mais en termes de statistiques, c'est vraiment le trouble dépressif qui est le plus fréquent et qui est le plus souvent confondu avec un TDAH. Parce qu'un TDAH qui va pas bien, qui est pas conscient de son trouble, qui arrive pas à réguler ses émotions, qui a une vie de merde parce qu'il estime avoir une vie de merde parce qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut, il se sent fonctionner à bas régime.
il vit pas avec son potentiel, il se fait virer, il a des addictions, etc. Il part en déprime. D'accord, mais Ah oui. c'est pas la dépression son problème. Ouais, Et souvent, c'est pris en charge comme une dépression. C'est médiqué ouais. comme une dépression, on fait des thérapies pour une dépression, ça dure des années, ça marche pas. Parce que c'est Mm. pas ça le problème, en fait. Il y avait le professeur Russell Barclay qui, lui, est un grand Ah oui. spécialiste du TDAH Ouais. et qui, je trouve, a vraiment mis le doigt sur un point très intéressant et je me penche beaucoup dessus ces derniers temps. Tu sais, il dit que le TDAH, c'est un trouble de l'autorégulation, en fait, de la personne. Ouais. Au niveau de l'inhibition, de l'impulsivité, tu vois, toutes ces choses en fait qui sont pas présentes en fait dans le manuel de diagnostic. Et moi, sur ce que je travaille, c'est vraiment on a ces trois symptômes, hyperactivité, impulsivité, inattention, Mhm. mais les gens ne savent pas les conséquences qui découlent de ces trois mots-là qui sont Mhm. là. Et puis, tu vois, je pense que quand tu dis hyperactivité, impulsivité et inattention, les gens, ils arrivent tout de suite à se créer des images dans leur cerveau. Et inattention, bah, on voit un peu soit une personne, tu vois, dans la lune ou de tension, Ouais. ou tu vois, qui fait pas Mhm. attention. Et impulsivité, on voit tout de suite des gens qui, tu vois, qui sont hyper réac. Enfin, tu vois, tout le monde arrive à se mettre des images et en fait, ces images, elles sont fausses. Et donc, c'est pour ça que je parlais du manque de crédibilité, malheureusement, autour du trouble. C'est un gros problème et c'est pour ça que ce que j'aime bien faire, moi, quand je parle des symptômes, je donne des exemples. Mm. J'essaie de varier les exemples pour montrer que les conséquences, les retentissements et les manifestations peuvent être extrêmement différentes. Parce que c'est vrai que, comme tu le dis, quand on parle d'inattention, hyperactivité, impulsivité, on imagine Gaston Lagaffe, Tigrou et je sais pas quoi. C'est clair. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Ouais, C'est limite la réalité de ce qu'on observe quand on en parle. Bon, alors que l'impulsivité, ça peut être une impulsivité qui peut nous donner par exemple de la boulimie, des troubles du comportement alimentaire. ouais, L'impulsivité, c'est un déficit d'inhibition. Je n'arrive pas à m'empêcher de. ouais, Et elle peut se manifester par beaucoup de choses. tout Par à de la fait. violence physique, par Mm. des addictions, j'arrive pas à m'empêcher d'eux, par des troubles du comportement alimentaire, par des dépenses farfelues, Ouais. euh, des jeux d'argent ou de la bourse ou du trading ou des machins ou des Mm. j'achète ci, j'achète ça. Moi, j'ai des patients, ils sortent plus de chez eux avec une carte bleue. Ils se l'interdisent. Oui. Voilà, pour faire comprendre aux gens comment ça se manifeste. C'est pas quelque chose que vous voyez, c'est pas un handicap visible, ça pourrit un peu le quotidien. Ah oui. Voilà, Oui, il y a beaucoup de on s'interdit de faire difficultés. des choses, Ouais, il y a beaucoup de personnes TDAH qui ont des grosses difficultés financières, tu bien vois. sûr. Il y en a qui ont développé après derrière une rigidité par rapport à leurs dépenses parce ils se sont retrouvés tellement dans des difficultés incroyables que maintenant, bon, voilà, ils sont même trop rigides. Voilà. Et c'est vrai qu'avec les exemples, on arrive mieux à expliquer et les gens se rendent souvent plus compte de ce que ça implique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, une fois qu'ils reçoivent le diagnostic et puis bah, qui sont en burn-out, qui sont en dépression ou ceux qui ont des addictions, ils ont beaucoup de mal après parce que, tu sais, tu refais un peu le fil de ta vie et tu dis, mais si j'avais su, Ouais. si on m'avait observé, j'ai perdu du temps. Et tu sais, on a ce biais de négativité, on en parlait l'autre Mhm. fois dans le live, et les gens, des fois, ils perdent un peu espoir, ils ont l'impression qu'ils ils vont pas réussir. Mais ça reste des personnes quand même persévérantes et après qui cherchent des Ouais, ouais. solutions. Donc Mhm. ça, c'est quelque chose que les gens ne voient pas. Et C'est c'est vrai. compliqué. Et donc, quand on a ce diagnostic qui est posé médicalement par un... Pardon, dis-moi. Je vais rebondir juste, parce que tu as dit un truc très intéressant, et je reprends juste 2 minutes pour dire que c'est ça qui est intéressant chez l'adulte, ce sont les manœuvres de compensation. Et en tant que médecin, il faut faire très attention à ne pas se laisser berner par ça. Parce que vous allez avoir des adultes qui vont peut-être arriver chez vous à 30, 40 ans, qui ont déjà eu 30 ou 40 ans de compensation dans leur vie. Mm. Et quand vous allez leur poser la question, est-ce que vous gérez bien votre argent? Ah oui, oui, moi je suis très carré sur l'argent, vraiment, machin. Il va pas vous dire que il a développé cette rigidité parce qu'il a fait des conneries, qu'il a perdu 100 000 balles et blabla et blabla. Mm. Ça, faut faire attention. C'est pareil avec le retard. Le retard de l'inattention, de l'aveuglement face au temps, etc. Il y en a qui vont vous dire, je suis jamais en retard. Sauf qu'ils sont jamais en retard parce ils sont tellement arrivés en retard, ils ont tellement raté de trucs dans leur vie qu'ils ont compensé en arrivant en avance. Ouais, tout Vous à allez voir des fait. gens qui vont arriver en avance, toujours. Minimum une demi-heure d'avance. Partout, Ouais. partout, partout. Ce qui est aussi un mode de fonctionnement déficient. Parce qu'il y a des endroits où vous ne pouvez pas arriver en Mais, avance. Ça se fait pas, quoi. mais bien C'est pas sûr. possible.
Donc vous avez Mais des gens qui se retrouvent dans la voiture à attendre trois quarts d'heure le temps que l'heure arrive, quoi. et tout ça, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on voit donc des personnes qui ont cette rigidité financière, cette avance tout le temps, qui sont genre super ponctuelles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est un stress au quotidien de vivre comme ça. C'est pour ça que, tu vois, tu as des gens, et c'est toujours un truc que je dis pour faire rire, mais tu as un rendez-vous à 3 heures de l'après-midi, t'es paralysé jusqu'à 3 La heures de journée est l'après-midi. plombée. Tu fais rien de la journée. Oui, oui, mais ça c'est clair. Tu vois ce que je veux C'est dire? typique, bien sûr. Donc les gens ne font rien parce qu'ils ont, comme ils ont cette incapacité à mesurer le temps correctement, ils ont cette cécité temporelle, c'est ça, hein? C'est comme ça qu'on Exactement. Ouais. l'appelle. Eh Ouais. bien, ils se disent, non, là, j'ai pas le temps, mais là, j'ai le temps. Et en fait, c'est vraiment très stressant pour eux. Tu commences un truc à Et 8 heures du mat et tu penses que tu n'auras jamais le temps de le finir et que tu vas arriver en retard à 15 heures. exactement. Ça, les gens ne le comprennent pas. Ils pensent Non. qu'on abuse, que c'est des conneries. Non, 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 c'est vraiment ça. Vous avez des gens qui ne peuvent rien faire s'ils ont un rendez-vous à 15 heures. Ouais, tout à fait. Ils bloquent, ils sont Ouais. paralysés. De le vivre, c'est vraiment un vrai calvaire. Les gens sont stressés. Ouais, Et ce qu'on dit pas aussi, et alors je l'avais déjà dit sur mes réseaux sociaux, et c'est malheureusement, c'est une vérité qui est peut-être dure à entendre, en tout cas plus chez les parents d'enfants, ouais. c'est que la vie des personnes TDAH est en moyenne 13 ans plus courte. Oui, Est-ce l'espérance que de vie est tu plus peux nous courte. en dire plus là-dessus? Oui, c'est vrai que l'espérance de vie est en moyenne. Alors, ça reste une moyenne, hein. Vous allez toujours Oui, trouver bien des gens sûr. qui vivent plus longtemps ou moins longtemps, mais elle est plus courte pour beaucoup, beaucoup de raisons. Vraiment, là, c'est extrêmement multifactoriel. Tous les facteurs qui rentrent en compte, ben, c'est déjà tout ce qui est attrait au TDAH. Le stress qui en découle, les prises de risques qui en découlent. Parce que quelqu'un qui a un TDAH peut parfois, il y a plus de morts sur la route, il y a plus de machin, il y a plus de ci, il y a plus d'addiction chez les gens qui ont un TDAH, Mm. il y a plus de problèmes financiers qui augmentent le stress, il y a plus de problèmes alimentaires qui augmentent, qui diminuent l'espérance de vie, il y a plus de passages à l'acte avec des problèmes avec la justice. Mm. Donc, c'est vrai qu'on a une moyenne de personnes qui ont un TDAH dans les prisons qui est surreprésentée. Ouais. Surreprésentée. Ok, 10 fois plus que dans la population générale. Alors, on dit qu'il y a entre 2 et 4% d'adultes qui ont un TDAH. Bon, 4, ça me paraît un peu beaucoup, mais on va dire 2. Eh ben, on a plus de 25% dans les prisons. Ouais, tout à fait. Plus d'un prisonnier sur 4 a un TDAH. Tout à fait. Tout ça, mis ensemble, ça diminue la moyenne d'espérance de vie. Ouais. Et c'est un véritable enjeu de santé publique parce que ça a aussi des répercussions sur la société, sur l'économie. Et c'est ça que je dis, moi je dis, prendre en charge le TDAH, bien le prendre en charge de façon plus précoce, plus sérieuse, c'est changer la société en fait, c'est un travail sur la Exactement. société qu'on fait. Je pense qu'on n'a pas idée de l'amélioration que ça pourrait amener à la société. Je ne parle pas aux gens, hein, je parle vraiment à la société dans sa globalité. Je pense que ça changerait énormément de choses parce que ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et que, alors je sais que c'est un discours que moi j'aime pas, mais je vais quand même aller entrer dans le jeu un petit peu. Quelqu'un qui a un TDAH et qui est bien traité peut faire des choses exceptionnelles Bien sûr, qu'il n'aurait jamais pu faire si il n'avait pas été pris en charge et détecté et traité, blablabla, blablabla. mais c'est ça. Et donc, imagine un peu tous les cerveaux qu'on perd comme ça dans la nature parce qu'on les prend pas en charge. Mais complètement. Et surtout que des personnes TDAH trouvent leur zone de génie, qui arrivent à Des trucs contrôler incroyables. leur temps, à connaître leurs limites Mm, et connaître leurs forces, on se rend même pas compte mm, de ce que ça peut apporter à la société et ce qu'ils peuvent développer et comment ils peuvent justement éviter tous ces problèmes d'addiction, de tout ça. Et ce qui est aussi très important à dire, c'est qu'il y a les symptômes, ils se manifestent pas de la même manière chez chaque personne qui a un TDAH, même si on ouais, trouve tout des à fait. similitudes. Et l'éducation, l'environnement familial, tout ça, ça a un impact sur comment la personne elle va se développer. Et si elle Mm, a un TDAH, encore plus. ouais. Donc, et puis le fait que ce soit un handicap invisible, c'est, voilà, non, on a tout de suite cette flemme, on les prend pour des flemmards, des gens qui n'ont pas beaucoup de, comment dire, de persévérance, tout ça, et ça a inévitablement des impacts sur l'estime de la personne. Non, mais Saina, on est tous un petit peu TDAH, hein, c'est bien connu. Ouais, ah oui, alors ça, c'est super compliqué. Et tu sais, c'est aussi, moi, personnellement, ben, je dis toujours que vu que j'ai eu cette chance d'avoir eu un cadre familial assez soutenant, c'est-à-dire que même si mes parents ne comprenaient pas, ils se disaient, mais pourquoi?
pourquoi elle est comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Malgré tout, mes parents m'ont toujours soutenue. La porte était toujours ouverte. Ils ont toujours eu l'oreille tendue, tu vois. Et ça veut dire que dans ma tête, j'avais ce support, j'avais cette sécurité d'avoir des parents compréhensibles, tu vois. Et ça m'a beaucoup aidé. Et en plus, dans tout ce que j'entreprenais, et j'en ai entrepris des choses, tu vois, ils sont derrière toi. Ouais, vas-y, on croit en toi, tu vas y arriver. Et même si 2 semaines après, je disais non, c'est pas pour moi, enfin, tu vois, et à chaque fois, et ça, c'est ce qu'il me dit aujourd'hui, ben, vu que j'ai eu cette chance, et ben moi maintenant, c'est à mon tour d'accompagner les gens et de leur montrer que c'est possible, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis super fière de mon parcours et c'est que le début, tu vois. Mais c'est important, encore une fois, dans la prise en charge, quand on parle du TDAH, de prendre toute la globalité et de mettre vraiment en avant que c'est une souffrance et que si c'est bien pris en charge, ça peut être vraiment quelque chose d'exceptionnel. Pas le TDAH, hein, mais les personnes qui ont un TDAH, elles peuvent vraiment faire des choses exceptionnelles. Tout à fait. Et quand c'est pas le cas, c'est, ça peut C'est donner des trucs pas très catastrophique. rigolos. Ça me fait remonter juste un petit truc, après en avant si tu veux. Mm. Pour rebondir aussi sur ce qu'on avait dit au début, que le diagnostic est médical, que la prise en charge est médicale, et faire attention aux faux diagnostics, etc. Et faire attention aux tests. Parce que moi, j'ai eu une patiente comme ça, la fin de trentaine, sur 37 ou 38 ans. Elle vient me voir, je sais même plus pourquoi, puis on commence à discuter, et son profil, il m'interpelle. Je dis, elle, à mon avis, il y a peut-être un TDAH en dessous, quoi. Et elle commence à discuter avec moi, puis elle me dit, ouais, ouais, je vois une psychologue. Et bah, en fait, j'ai beaucoup discuté avec elle, on s'est mis d'accord, et il s'avère que j'ai un HPI et que j'ai des traumas qui remontent à mon enfance, et on travaille là-dessus. Je dis, très bien. Bon, d'abord, j'ai essayé de lui dire que HPI, c'était pas un diagnostic Ouais. médical, que c'était pas un problème, c'était pas un trouble, en fait, le HPI. C'est juste que le quotient intellectuel est élevé, mais Mais oui. c'est pas, ça, elle a eu du mal à l'entendre. Et je commence à discuter, je pose quelques questions de dépistage. Et moi, il s'avère que je trouve que je suis quasi certain qu'elle a un TDAH, cette femme. Je lui en ai parlé, je lui ai donné de la documentation pour qu'elle regarde ça à tête reposée. Et je la revois quelques semaines après, elle revient me voir et elle me dit qu'elle en a parlé avec sa psychologue, qui est apparemment spécialisée dans le handicap, lui a dit que non, pas du tout. Et non, non, en fait, j'ai juste un HPI, c'est ça mon problème, et voilà. Oui, Cette alors on femme, a j'ai rien pu fait. faire pour elle. J'ai rien pu faire pour elle parce qu'elle était persuadée que son problème, c'était le haut potentiel intellectuel. Et en fait, t'as beau lui expliquer que c'est pas un problème, que le HPI n'entraîne pas de symptômes, il n'y a pas de retentissement négatif de l'intelligence. Bah, elle était fermée parce que quelqu'un d'autre lui a dit non, c'est pas ça, t'inquiète, ce que je fais, c'est bien et on y va. Ouais. C'est aussi un problème, ça, hein. Mais moi, j'ai eu dans mes programmes des personnes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment, quand tu as un TDAH, tu es désespéré, tu veux y arriver, et Ouais. tu as des gens qui sont pas très bien intentionnés, parce qu'il y a des coachs HPI. J'ai vu ça l'autre jour, ouais. Ouais, Mais il coach quoi, en fait? je J'ai pas sais compris. pas, j'ai pas cherché, et tu sais, euh, je fais vraiment toujours attention, parce que en face, j'ai des personnes qui ont dépensé des fortunes, et bon, elles sont conscientes hein, qu'elles se sont fait arnaquer, enfin que voilà, il y a rien eu de concret dans ces. Il y en a qui me donnent même pas les montants parce qu'elles ont honte. Ah ouais, Et d'accord. d'ailleurs, la honte, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on parle juste après parce que c'est Ouais, super on va en parler. important. Donc, ces personnes, elles ont honte. Et en fait, quand je dis que le HPI et HPE et hypersensibilité, c'est pas des diagnostics. Pas C'est du pas des tout. diagnostics médicaux. Du tout. De base, les personnes qui ont un TDAH avec la dérégulation émotionnelle, les problèmes d'inhibition, euh, on est hypersensible. Enfin, tu vois, on a cette sensibilité accrue, mais l'hypersensibilité, l'hypersensibilité, le haut potentiel émotionnel, c'est des diagnostics qui se sont développés dans le secteur de la psychologie, des psychologues en fait, Oui, tout à fait. et donc qui accompagnent ce genre de personnes. Et aujourd'hui, c'est ça aussi qu'on voit dans la santé mentale, c'est que du moment où les personnes se disent professionnels de santé, se permettent des choses comme, tu sais, moi je sais, toi tu sais pas. Ça veut dire qu'ils disent aux personnes, vous avez un haut potentiel émotionnel et ils vont expliquer tous les problèmes de cette personne par ce haut potentiel émotionnel. Et en fait, c'est quoi un haut potentiel émotionnel? Je veux dire, c'est des choses qui,
Ah, si tu sais, faut me le dire parce que moi, je sais pas. Mais oui, non, mais moi non plus, j'ai essayé de lire là-dessus et tout. Apparemment, c'est des personnes hyper, ultra empathiques. Enfin, c'est très, très, en fait, c'est très vague. C'est très vague et les gens se C'est perdent subjectif, là-dedans. c'est flou, c'est super flou. Et nous, quand c'est flou, il y a un loup, quoi. On dit ça en médecine. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un truc qui cloche pas. Ouais, moi, Faut faire- c'est pour ça que, voilà, il y a toute cette éducation aussi qu'il y a à faire pour les personnes et pour pas justement elles se trompent et qu'elles aient le bon diagnostic. C'est super important. Et j'avais juste une question par rapport au diagnostic. Une personne, ou toi, tu penses que la personne a un TDAH, donc tu fais ce diagnostic différentiel. En fait, le diagnostic différentiel, ça permet de voir s'il n'y a pas d'autres troubles associés, c'est ça? Exactement, exactement. Alors, en tant que médecin généraliste, dans la majorité, on n'est pas très très bien formé pour chercher tout ça. C'est vrai que si j'ai une forte suspicion de troubles associés, je demande quand même l'avis d'un psychiatre, hein. Bien sûr. Un peu comme toi, quand tu parles pas de médication, moi aussi, j'essaie de pas sortir de mon domaine de compétences, parce que je me présente comme un spécialiste TDAH, où je connais très bien le TDAH, plus que les autres généralistes, largement. Mais voilà, je suis quand même pas psychiatre, tu vois. Oui, Donc, je oui, connais oui, bien le TDAH, mais je suis pas spécialiste du trouble bipolaire. Et je suis pas tout à spécialiste fait. du trouble anxieux généralisé. Tu vois. Mais Ouais, quand je suspecte un autre trouble, pour pas faire n'importe quoi, quand même, j'adresse à un confrère. bien sûr. Effectivement, moi, quand je pose un diagnostic de TDAH, je recherche les troubles associés, qui sont assez nombreux, hein. Les troubles dépressifs, bon, les troubles de l'humeur en général, donc troubles dépressifs et troubles bipolaires, qui est aussi un trouble de l'humeur, troubles anxieux, très fréquents, troubles du Ouais, sommeil, troubles d'addiction, troubles de personnalité borderline, qui est parfois difficile à différencier, hein. Parfois, c'est assez, voilà, la limite, elle est un peu ténue. On a aussi les troubles du comportement alimentaire, qui sont beaucoup associés. Et puis, bien sûr, tous les troubles 10. ouais, Troubles 10, dyspraxie, dyslexie, dyscalculie, etc. Et les autres troubles du neurodéveloppement, notamment les troubles du spectre autistique. Il y ouais, a un taux de comorbidité assez important. Ce sont deux troubles différents, mais qui sont souvent l'un avec ouais, tout à fait. Et donc, on sait que, par exemple, quand la personne est diagnostiquée avec une dépression et un l'autre. TDAH, on va d'abord traiter la dépression, c'est ça? C'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors, c'est vrai que il y a certaines pathologies qui ont priorité sur le TDAH, notamment le trouble bipolaire, par exemple. Ça, c'est ce qu'on traite en premier avant le TDAH. Pour les troubles anxieux et les troubles dépressifs, on peut faire d'une pierre deux coups. Généralement, c'est ce qu'on essaie de faire. Ouais, Parce que ce sont des troubles qui sont quand même assez intriqués quand on a les deux. Et savoir si la dépression est un épisode dépressif caractérisé ou bien est-ce qu'elle est réactionnelle au TDAH existant, c'est super compliqué. Donc, la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est qu'on traite les deux en même temps. On traite les deux en même temps, et ce qui n'est pas le cas pour d'autres pathologies. Comme je dis, le trouble bipolaire, on va d'abord traiter le trouble bipolaire. Les TCA, on va d'abord traiter les TCA. ouais, Euh, voilà, on va d'abord faire ça. d'accord. Pour ce qui est des troubles anxieux et des troubles dépressifs, sauf en cas de trouble dépressif sévère avec risque suicidaire, on va traiter les deux en même temps. Ouais, Après, c'est aussi une discussion avec le patient, hein. Si le patient veut qu'on se fixe d'abord sur la dépression, on fera la dépression en premier. tout Ce à qui est fait. sûr, c'est qu'on ne traitera pas le TDAH tout seul sans traiter l'autre. Oui, Ça, bien c'est sûr. sûr et certain. Par contre, on peut faire les deux. Mais traiter juste un TDAH sans traiter la dépression ou le trouble anxieux, euh, ça me paraît très, très, très difficile. Il Ouais, faut pas faire ça. je vois ce que tu veux dire. Vu qu'on parle de traitement, je reçois énormément, moi, pour ma part. Même, c'est fou parce que je leur dis toujours. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que on soit crédibles tous dans notre métier, tu vois, quel que soit le métier que tu fais. Et moi, une des choses qui permet de garder ma crédibilité, c'est que je n'ai aucune frustration ou gêne à ne pas être une professionnelle de la santé. Tu vois ce que je veux dire? Je sais exactement ce que je fais et ça me va. Et justement, je pense que c'est un contrat de confiance, j'ai envie de dire, avec mes clients, parce que moi, j'ai des clients sur le fait que je ne peux pas leur parler de la médication, je ne peux pas leur parler de dosage, je ne peux pas leur parler d'interaction des médicaments, je ne peux pas faire tout ça et je ne le fais pas. Et c'est fou parce que quand on est dans les lives, des programmes, tout ça, il y a toujours un moment, ça vient toujours un peu, tu vois, il y a toujours des gens qui viennent poser des questions. Je trouvais que c'était super intéressant, bah, justement, que tu sois là pour que tu puisses répondre à ces questions que je reçois vraiment très, très fréquemment.
Donc, la Ça me médication, paraît fou d'ailleurs, hein. Ça me paraît hein? fou, hein. Ça me paraît fou d'ailleurs, hein. Mais que des gens posent des questions à quelqu'un qui n'est pas médecin, Ah, ça me paraît dangereux. non, Ça me mais paraît... alors, Les gens font peut-être confiance que quand même, c'est fou, hein. peut-être que tu es trop dans ton monde de médecin et que tu vois, toi, tu es dans ta pratique tous les Non, mais jours. je le vois, hein, mais ça Non, veut non, pas mais rentrer. c'est affolant, hein. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui répondent. Tu as vu tous ces scandales qu'il y a eu très souvent des scandales sur parce que le mot thérapeute, alors ça c'est aussi important. Le mot thérapeute, c'est pas un mot qui est légiféré. Tout à fait. C'est Tout le pas un monde peut mot être qui est thérapeute. Ouais, ouais. reconnu. Ça veut dire que si et je le dis tout le temps, à la place de coach, parce que je sais que ce mot il est mal vu, je pourrais mettre thérapeute. Et Ouais. personne ne pourrait venir me dire ce que vous faites, c'est interdit par la loi et je n'encours aucune poursuite. On peut mettre consultante en santé mentale. C'est pas interdit. Ah, c'est pas mal ça. Non, mais c'est vrai, hein. Tu peux le Oui, faire. mais bon, tu vois ce que je veux dire? Moi, C'est fou, hein. Ouais, ouais. je trouve que dans ces appellations, c'est quand même des appellations qui sont fortes. Mm. Consultante en santé mentale, thérapeute, tu vois, toutes ces choses, c'est quand même très lié à la médecine, aux professionnels de santé comme les psychologues. Et je pense que c'est tromper les gens. Ça, c'est juste, c'est vraiment très personnel et c'est à moi. Et le mot thérapeute, donc, n'est pas protégé, c'est pas une appellation pour laquelle il faut avoir des doctorats, enfin, voilà, des reconnaissances. Et il y a beaucoup de thérapeutes qui se font appeler comme ça, qui ont un avis sur la médication des gens. Et il y a eu des scandales où des gens, non mais arrêtez votre chimio, on va prendre ces graines-là, on va boire du Ouais, ouais. kombucha, enfin, tu vois. Et c'est dramatique parce que il y a beaucoup de gens qui vont diaboliser la médication dans un premier temps, de par une chose, leur expérience personnelle. Mm. C'est-à-dire qu'un mec qui a fait une grosse dépression et qui en fait s'en est sorti parce qu'il a fait du sport, parce qu'il a changé son alimentation, et ce qui est très bien, hein, puis qu'il a compris des choses, en fait, tu sais, il a eu des déclics, et ben il va Mhm. se mettre coach de vie et il Mhm. va arriver avec, de par son expérience personnelle Ouais. qui n'est pas universelle. Si vous faites comme moi, vous allez arriver. Oui, mais les autres sont pas comme toi, mon pote. Mais c'est ça. Et Mais oui, tu vois, c'est ça qui bien est. sûr. Et donc, il s'autoproclame avec des méthodes spécialisées, des méthodes reconnues. Enfin bref, faut vraiment faire attention. Et c'est pour ça que moi, la médication, j'ai pas envie d'en parler, j'en parle pas. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut que les professionnels de la santé s'expriment un peu plus parce que il y a tellement de mythes autour de cette médication, il y a tellement de peur des gens. Les gens ont peur de la médication parce que bah, déjà, ils connaissent pas les molécules. Quand on voit des films américains, on parle pas encore de la même. Quand on parle de l'adérall, on parle pas de la même molécule là encore. Ouais. Enfin, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Donc, tout se mélange. Je pense que le fait que le TDAH soit un handicap invisible, on a l'impression peut-être qu'on peut faire sans. Mais justement, c'est pour ça que j'en venais à la médication. Donc, la médication, elle est assez controversée. Et quels sont les types de médications possibles quand on a un TDAH pour nous permettre d'aller mieux? Prends juste 30 secondes pour dire que je donne pas d'avis sur la médication, mais moi, je donnerais juste des informations sur la médication, d'accord? Je ne donne pas non plus de consultation médicale sur Internet et je ne Oui, bien réponds sûr. pas si vous m'envoyez des messages en me disant j'ai ci, j'ai ça, qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Moi aussi, je reçois tous les jours et j'ai pas beaucoup d'abonnés. Alors, j'imagine même pas ce que tu dois recevoir. Je ne donne pas d'avis médical sur Internet. Si vous avez une question, vous la posez à votre médecin, vous allez en consultation et vous allez voir avec lui. Il vous connaît, etc. Donc, ne m'envoyez pas non plus des messages, je ne répondrai pas. Pour ce qui est de la médication du TDAH, en France, c'est assez simple. Parce qu'en France, il y a une molécule qui est sur le marché, c'est le méthylphénidate. Et c'est tout. Le méthylphénidate, c'est un inhibiteur de la recapture de la dopamine. Sachant que toutes les dernières études tendent à montrer que le TDAH, c'est une dysfonction, un dysfonctionnement dans la transmission de la dopamine dans le cerveau. C'est pas un déficit. Souvent, on entend ça, mais c'est pas un déficit en dopamine. C'est pas un trop plein de dopamine. C'est juste que la dopamine, elle est déséquilibrée. Elle est mal placée. Elle est trop recapturée dans les neurones au lieu d'être dans la synapse, etc., etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, votre dopamine, elle est mal placée.
Soit vous en avez trop, soit vous en avez pas assez en fonction du contexte. Et le TDAH, c'est un trouble contextuel. Ce qui fait que votre humeur, votre motivation, votre régulation des émotions, votre attention, elle va fluctuer comme ça très, très, très fort. Et le méthylphénidate va permettre de stabiliser, d'équilibrer votre taux de dopamine sur la journée, tout simplement. C'est ça que ça fait. Ça n'a pas d'effet sécréteur de dopamine, donc c'est pas du tout comme l'Adderall qui est une amphétamine. Ça ne va pas sécréter et vous exciter, ça va juste stabiliser le taux de dopamine. Tout comme les antidépresseurs stabilisent le taux de sérotonine, le méthylphénidate va stabiliser le taux de dopamine. Et c'est ça qui va permettre de stabiliser l'attention, la concentration, calmer un peu l'hyperactivité, calmer l'impulsivité, stabiliser les émotions Mm. et pouvoir vous permettre de faire des tâches les unes après les autres sans vous éparpiller. Alors, c'est une médication qui est soumise à la prescription des psychostimulants en France et aussi en Suisse. Donc, ce sont des ordonnances qui sont sécurisées, d'accord, qui sont manuscrites sur une ordonnance spécifique dont la durée est limitée, hein, qui sont contrôlées comme la morphine, hein. En France, la première prescription de méthylphénidate, elle doit être réalisée par un spécialiste, psychiatre, pédiatre, neurologue. Personne d'autre ne peut le faire. Avant 2021, c'était à l'hôpital. Maintenant, tous les spécialistes peuvent le faire, même en ville. Mais votre généraliste en France ne peut pas vous donner de médicaments pour la première fois. Ouais. Il pourra renouveler la prescription du spécialiste, il pourra vous suivre, mais la première fois, vous devez passer par le spécialiste. Ok. D'accord. Le spécialiste va vous donner le permis de recevoir du méthylphénidate. Ok, super intéressant. En Suisse, c'est pas le cas. En Suisse, le généraliste peut introduire le traitement, mais généralement, il ne sera pas pris en charge par les assurances si vous n'avez pas vu de spécialiste. D'accord. Par contre, il y a d'autres molécules qui sont dispo, notamment la lix des amphétamines, hein, l'Elvance, Vivance, etc., Oui, qui sont des amphétamines, qui sont des équivalents de l'Adderall. Bon, on les prescrit en deuxième intention. Généralement, on va surtout vous prescrire en premier du méthylphénidate, qui est connu sous le nom de Ritaline, de Quasim, de Concerta, de méthylphénidate LP. Je crois que c'est tout. J'ai rien oublié. d'accord. J'ai vu que oui, par rapport à l'élevance, tout ça, c'était toujours, enfin, on commençait jamais par ça. Jamais. En Suisse, en tout cas, on Jamais, commence nulle part. jamais par ça. Et c'est Peut-être quoi une la section. différence justement entre le méthylphénidate et les amphétamines? Alors, le méthylphénidate, comme je te disais, il bloque le transporteur de la dopamine. C'est le transporteur qui va permettre de recapturer la dopamine. Tout à Euh, fait. il y a une conférence dispo sur YouTube que j'ai donnée qui est avec le schéma. Vous avez deux neurones l'un en face de l'autre, et ils se Mm. transmettent de l'information. Et en fait, les neurones, ils se touchent pas, ils sont l'un en face de l'autre. Et dans cet espace qu'on appelle la synapse, il y a du liquide avec des neurotransmetteurs, dont fait partie la dopamine. Et la dopamine, dans cet espace, on s'est rendu compte qu'elle était trop recapturée. C'est-à-dire que dans l'espace-là, je vais essayer de faire avec mon doigt, dans l'espace ici, elle est trop recapturée dans le neurone, ok, à cause du DAT, le transporteur de la dopamine qui est surexprimé ou hyperactif. Et ben, le méthylphénidate, il va bloquer ce transporteur-là. Donc, il va diminuer la recapture de dopamine. Et c'est tout. L'Elvance, qui est une amphétamine, va aussi avoir un peu cet effet d'inhibition de la recapture, mais va surtout avoir un effet de sécrétion. C'est D'accord. vraiment, ça va booster ça va donner un pic de dopamine en plus diminuer la recapture. Ok. En gros, imaginez une baignoire pleine. Le méthylphénidate, il va bloquer la sortie d'eau Ouais. pour ne pas que ça s'écoule. Et ben, l'amphétamine, elle va bloquer la sortie d'eau, puis elle va en rajouter par-dessus. D'accord. Là, c'est pour ça que des fois, on a des effets un petit peu plus spectaculaires. Ouais. C'est comme ça que là, c'est comme ça que fonctionnent les amphètes, la cocaïne, etc. Ça Tout va à fait. vraiment sécréter la dopamine. Bon, après, ce qu'il faut aussi bien dire aux personnes qui nous écoutent, c'est que c'est régulé, c'est des taux, enfin voilà, c'est des médicaments, ça reste des médicaments, donc c'est Quand très on reste dans contrôlé. la posologie recommandée, voilà, c'est un traitement médical, hein. Voilà, C'est pas dangereux. d'accord. Et donc toujours dans la médication, donc en France, on a que le méthylphénidate. Ensuite, en Suisse, on a les deux. Est-ce qu'il y a des médicaments qui ne sont pas des psychostimulants qu'on peut utiliser quand on a un TDAH? Je sais qu'en Suisse, il y a le Strattera. Oui, mais alors ce sont des médicaments qui sont utilisés vraiment par très peu de médecins, par des spécialistes, en cas d'échec des autres traitements. D'accord. Effectivement, le Strattera est disponible en Suisse Mais et est pas en disponible France, je crois qu'il a été interdit si. en France, il est pas dispo. On peut se le procurer
dans le cadre d'une prescription hospitalière d'exception, D'accord. une fois qu'on a utilisé tous les autres médicaments à toutes les posologies qui ne fonctionnent pas. Et c'est rarissime, moi je l'ai jamais vu. Je sais qu'en Suisse, il y a du Strattera Il y a du Strattera, ouais. que des On peut gens aussi en prennent. utiliser par contre aussi par exemple le bupropion. Le bupropion qui est un inhibiteur de la recapture de la noradrénaline, qui est à la base un antidépresseur. Et dans certains cas, et notamment dans les cas où on a une dépression et un TDAH, on peut parfois l'utiliser. Il y a certains psychiatres qui l'utilisent. Ça Est-ce reste que ultra spécifique. le Velbutrin, il fait partie du bupropion, par exemple? J'avais vu ça et il y a des gens qui peuvent pas avoir donc de médication et Tout à qui, fait, c'est du bupropion. voilà. Et je suis français, désolé, je connais pas les noms. Excuse-moi. Je suis français, je connais pas les noms spécialisés. Non, 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 il y a pas de souci, mais voilà, il y a des gens qui prennent ça Tout à fait. parce Bah, c'est ça, qu'ils c'est peuvent pas utiliser. Et est-ce qu'on peut associer les deux? bupropion et psychostimulant. Ouais, Voilà. d'accord, Faire très attention avec les méthylphénidates et les autres antidépresseurs. Faire très attention parce qu'il y a des interactions, hein. d'accord. Et donc, qui peut prendre du méthylphénidate et qui ne peut pas en prendre? Enfin, quels sont alors on va dire, Les quelles contre-indications. personnes ne peuvent pas prendre de méthylphénidate et pourquoi? Alors, les contre-indications en méthylphénidate, il n'y en a quasiment pas. Les grosses contre-indications sont les pathologies cardiovasculaires, type de troubles du rythme, de QT long. Un QT long, c'est un allongement de l'influx électrique dans le cœur. Les médecins D'accord. comprendront. C'est pour ça qu'on fait toujours un électrocardiogramme avant Oui, de commencer un traitement. Certaines pathologies cardiovasculaires. Euh, on va éviter les interactions médicamenteuses chez certains patients, notamment chez les patients qui ont des antidépresseurs ou d'autres psychostimulants. On va aussi éviter de prescrire ce traitement-là chez des patients qui ont des troubles psychotiques ou des troubles bipolaires qui sont déséquilibrés. Et puis, il y a certains médecins qui sont très, très, très précautionneux sur la prescription de méthylphénidate chez des patients qui ont eu des addictions, et oui, notamment des addictions aux psychotropes, à la meth, etc. tout à fait. Sur le plan médical, il n'y a pas d'autres contre-indications que les D'accord. pathologies cardiovasculaires et certaines interactions et pathologies psychiques. Très bien, merci pour cette réponse. Tu sais, la première fois que j'ai pris, moi, le Concerta, j'ai vu, bah, bien évidemment, une grande différence dans ma vie, dans mes journées, dans mes émotions, dans la gestion de mon stress. Ça m'a vraiment changé la vie, pour te dire la vérité. J'ai pu m'organiser sur plein de choses, j'ai pu faire Mhm. le point sur ma vie. En fait, tu sais, c'est comme si tu sors la tête de l'eau et que tu vois les choses vraiment plus claires ou qu'on te met des lunettes, tu vois, et que tu arrives à te mouvoir de façon beaucoup plus fluide. Ça veut dire, tu vois, et puis je me rappelle que j'avais vraiment cette sensation de faire les choses une après les autres. Mon cerveau était calme et je ne pensais pas, tu vois, à d'autres choses. Donc, c'est quelque chose qui m'apporte énormément d'aide au quotidien. Donc, ça pose la question de l'addiction. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de tomber dans une addiction. Et Ouais. moi, mon avis par rapport à ça, par rapport à une personne qui a TDAH, à une personne qui prend un traitement, typiquement, quand j'étais partie une fois en voyage et j'avais oublié ma médication. Donc, je n'ai pas eu d'effet, tu sais, j'ai pas tremblé, je transpirais pas, je Il y a eu me du suis manque. pas, tu vois, isolée. Mais j'ai vu que j'avais pas de médication, quoi. Ça part Ouais. dans tous les sens. Et quand tu Mhm. as cette habitude d'avoir ce contrôle, en fait, que tu n'avais pas avant sur ta vie, dans l'organisation de tes tâches, dans l'organisation de tes journées, dans tes interactions aussi avec les autres, eh bien, j'ai l'impression qu'on crée une habitude qui, quand on n'a pas le médicament, bah, tout ça, parce que le médicament, il a une durée, hein, tu vois, il Ouais. s'arrête à un moment dans ta journée. Et c'est vrai que bah, le fait de ne pas l'avoir, j'avais l'impression que tout était un peu chamboulé. J'étais plus fouillis, j'étais avec mon TDAH et donc voilà. Donc, est-ce qu'on peut devenir addict de cette molécule et si oui, dans quel usage, pourquoi? Donc voilà, je voulais vraiment avoir ton avis là-dessus parce que les gens ont peur de cette addiction et ils sont toute la journée sur leur écran, ils boivent tous les jours. Non mais c'est vrai, un verre de Ouais, ouais, vin, non, mais ouais, bien sûr. Bon, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, pour ce qui est de l'addiction physique, physiologique du médicament, a priori, elle n'existe pas.
D'accord? C'est pas un médicament qui donne une addiction somatique, c'est-à-dire que vous n'allez pas ressentir de manque si vous l'arrêtez. Ça, c'est certain. D'accord? Vous- Par exemple, quelqu'un qui prend, je sais pas moi, de la morphine pendant un mois et qu'il arrête, il va le sentir physiquement. Il va être mal. Il va avoir un manque physique, il va Ouais, ouais. trembler, ça va être insupportable, il va avoir des douleurs, il va suer, il va être tout blanc, tout pâle, etc. Il pourra plus rien faire. Quelqu'un qui a un TDAH, comme tu l'as dit toi-même, je pense que tu prenais depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, tu l'as arrêté 2 semaines le temps de tes vacances, bah t'as rien senti en fait. Non, Tes j'étais symptômes juste sont passés, tout TDAH plus simplement. plus. Voilà, c'est tout. Donc, il n'y a pas de syndrome de sevrage. C'est pas un médicament qui est risqué, qui a un risque d'addiction somatique du tout. Moi, je le prescris sans état d'âme, hein. Je prends beaucoup plus de précautions avec les benzodiazépines. J'en prescris quasiment jamais. Bah, bien Tout ce sûr. qui est Prazépam, Xanax et compagnie. Moi, j'en prescris ça parce que pour le coup, ça donne une addiction. Bah, Essayer bien sûr. d'arrêter une benzodiazépine à quelqu'un qui en prend depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est un parcours du combattant. Le méthylphénidate, pour l'arrêter du jour au lendemain, ça pose aucun souci. Vraiment aucun problème. Ça, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on considère comme risqué et ça donne pas de troubles physiques. Vous pouvez le prendre un jour, l'arrêter le lendemain, le prendre pendant une semaine et l'arrêter, etc. Ça pose pas de souci. Donc c'est pas un médicament qui est risqué malgré tout ce qu'on dit sur lui. Mhm. Ok, c'est un psychostimulant, blabla, tout ça, ça fait peur. L'ordonnance, elle n'est pas comme les autres, mais je vous le dis, moi, je le prescris sans peur, hein. Ouais, J'ai d'autres très bien. médicaments qui sont en vente libre, qui sont plus dangereux pour moi, hein. Bah, le tramal, par exemple. Si vous avez- par exemple. Mais c'est vrai, quoi. Par- Enfin, Ouais, c'est très puissant, Non, mais ce truc, enfin, tu sais, j'avais eu une pyélonéphrite plus le ouais, Covid. ouais. Et donc, je me suis retrouvée à l'hôpital. J'avais des douleurs, je t'explique même pas. Enfin, j'étais vraiment mal. Et tout de suite, on m'a allongée sur le lit, on m'a mis le cathéter. Et elle me dit, vous avez déjà pris de la morphine? Je lui dis, non, 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 j'ai pas. Et boum, elle me jette le truc. J'ai cette chaleur qui monte. Enfin, une sensation. Et en fait, ce que j'avais remarqué avec la morphine, c'est que c'est un truc qui te couche. Et en fait, t'as une incapacité à réagir plus à la douleur que à ne plus avoir de douleur. Tu vois ce que je veux dire? Dans les Et vapes, j'ai oui. trouvé ça extrêmement violent et je suis ressortie tranquillement avec une ordonnance pour du tramal, que bien évidemment je suis jamais allée chercher parce que voilà, j'allais beaucoup mieux, mais ce genre de médicament, il devrait être, je trouve, aussi bien Régulé, tu penses? régulé, ouais. Parce qu'il y a de Ouais. forts On a risques beaucoup plus d'addiction. d'addiction au tramadol, au contramal qu'avec le méthylphénidate. Le méthylphénidate, ça n'existe pas, l'addiction physique. Après, Bon, je sais qu'on parlait des personnes qui méusaient, enfin qui avaient une mauvaise utilisation du méthylphénidate. Ça veut dire que quand ils sentent plus l'effet, au lieu de s'en référer à leur médecin et d'expliquer que l'effet n'est pas assez long ou que ils en prennent plus. ils en prennent plus. Et là, ça peut causer des problèmes. Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est ce qu'on appelle du mésusage. Et dans certains cas, ça peut amener à une addiction psychique, un psychogène. C'est-à-dire que c'est pas le corps qui demande, c'est la tête. Ouais, C'est pas un manque physique, c'est une envie, tout à fait. une pulsion cérébrale. Bon, ben, ça arrive. C'est assez rare avec le méthylphénidate quand même, hein. En tout cas, pour les personnes diagnostiquées, c'est assez rare, Mhm. sauf chez les gens qui ont eu un passé d'addiction forte. D'accord. Parce que, en fait, le méthylphénidate a cet effet paradoxal. Alors, c'est vrai que c'est un psychostimulant, mais sur les personnes qui ont un TDAH, bah, c'est un effet qui calme, c'est un effet Oui, calmant. Ça diminue les symptômes, ça tout diminue à fait. ça diminue les addictions, ça diminue la faim aussi, ça calme, alors que chez une personne qui en a pas, ça devrait l'exciter, Ouais. Il y techniquement. a beaucoup de gens qui parlent de l'amélioration de leurs troubles du comportement alimentaire avec le méthylphénidate, en fait. Tout à fait. Moi, j'ai une patiente, par exemple, qui a eu 25 ans d'addiction à l'alcool. On l'a diagnostiqué TDAH il y a quelques mois. Mm. Et depuis qu'elle est sous traitement Concerta, ben, elle ne boit quasiment plus. Ouais, moi, c'est des choses qui me font toujours très mal au cœur, ce genre de situation, parce que euh, il y a vraiment des laissés pour compte, en fait. Ouais, ouais. C'est assez difficile et l'accès, de toute façon, à la santé mentale, il reste très difficile. Donc, pour les addictions, c'est OK. Est-ce que... euh, donc, les personnes qui n'ont pas de diagnostic médical par un médecin n'ont pas accès à cette médication. Absolument pas. En tout cas, par les voies légales. Ouais, d'accord.
Voilà. Ouais, non, non, si vous n'avez pas de diagnostic, vous n'aurez pas de médicament. C'est exclu. Personne ne vous le prescrira jamais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis je sais que, alors au niveau des effets secondaires, il y a beaucoup de gens qui parlent d'effets secondaires et on en avait parlé la dernière fois. Moi, je parlais Oui. surtout du fait que il y a quand même un aspect psychologique qu'il faut prendre en compte quand on prend une médication. C'est là le fait d'être positif à l'idée que le traitement va fonctionner. Mhm. Ça, c'est super important parce que si on se pose trop de questions, qu'on est ultra flippé, je pense que ça peut avoir des impacts négatifs sur la réaction du médicament. Tout à fait. Alors, mais je vais commencer par citer les effets, les vrais effets indésirables les plus Ouais. fréquents, parce qu'il y a deux types. Il y a les effets somatiques, ceux que vous allez ressentir dans votre corps. Le plus fréquent, c'est les céphalées, les maux de tête, qui Mm. sont mineurs, qui sont pas, votre tête va pas exploser, mais les petites douleurs temporales ou frontales, ça peut arriver. Vous attendez quelques heures et ça passe. On a aussi des effets indésirables de type de bouche sèche. Beaucoup de personnes qui ont avoir une bouche un petit peu sèche, une hypersudation qui peut arriver aussi. Donc, vous allez peut-être transpirer un petit peu plus. Et puis, dans certains cas, vous allez avoir des palpitations si vous en prenez trop, si la dosage est pas adapté. Et sur le plan psychique, bah, effectivement, encore une fois, si vous en prenez trop, que la dose n'est pas adaptée, vous allez avoir des troubles du sommeil, avoir du mal à vous endormir, ou des troubles anxieux, enfin, une excitation, un peu de stress, etc. C'est possible. Dans la plupart du temps, vous sautez une prise, vous diminuez la dose, et voilà, ça disparaît. D'accord. Pour ce qui est de ce que tu viens de dire là, effectivement, la prédisposition, la disposition mentale avant la prise du médicament, je trouve qu'elle joue quand même. Ce sont pas des informations officielles médicales que je Oui, donne. bien C'est sûr. vraiment de l'observation personnelle et de la discussion avec d'autres médecins. Mais c'est vrai que quand on observe ça, ça saute assez aux yeux. Et la prédisposition du patient, sa mentalité, sa façon d'aborder la maladie, le trouble, avant de prendre un médicament, ça joue quand même. Oui, moi j'en Et suis ça sûre. marche que dans ce sens-là. Je veux pas que les gens entendent que si le traitement marche pas, c'est que c'est de leur faute et qu'ils n'étaient pas bien prédisposés. Ah C'est non, non, absolument bien pas ça que je sûr. dis. Non, non, Bien mais sûr, non, non, ça c'est clair. je préfère le dire avant qu'on fasse dans les commentaires des trucs. Non, non. Si le traitement marche pas, ça veut pas dire que c'est de votre faute du tout, du tout, du tout. Absolument Et pas, dans ça c'est sûr. certains cas, si vous avez une mentalité qui est plutôt optimiste, prédisposée, etc., tout comme l'effet placebo a été reconnu, il est mesuré, prouvé, on le sait depuis Mm. très, 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 très longtemps, la prédisposition du patient et l'adhésion du patient au traitement va potentiellement améliorer les effets. Très important d'être dans un bon état d'esprit avant de commencer un traitement et d'adhérer à ce qu'on vous propose. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut le dire. Si vous avez des doutes, il faut les exprimer avant qu'on vous propose quelque chose. Si vous n'êtes pas tout à fait en confiance, il faut le dire. On va d'abord travailler sur ça avant de commencer un traitement. Ouais, c'est très bien que tu parles de ça, le fait de... J'ai beaucoup de personnes qui me parlent tu sais, de cette espèce d'ascendant, mais pas imposé par le médecin, hein, pas du tout. Mais voilà, il m'a donné ça, donc j'ai pris ça, mais ça marche pas. Et en fait, c'est que il y a énormément d'attentes sur le médecin et c'est comme si on ne pouvait pas avoir de discussion avec lui et de mettre aussi en avant son point de vue. Mais c'est vrai, Il y a parce certains médecins avec qui c'est pas facile, ça je suis d'accord. oui, oui, bah, il y a des médecins psychiatres qui ne croient pas au TDAH, tu vois, qui Ouais, disent aux ouais, gens, ça clairement. n'existe pas. Enfin, ce serait un autre sujet de podcast, mais c'est vraiment, moi, quand j'entends ça, je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, voilà, mais il y a des personnes Ça qui, existe. quand elles vont voir le médecin, elles ont enfin ce rendez-vous du diagnostic, et c'est pour ça que je voulais terminer sur ce point super important de la relation qu'on a avec un médecin. C'est quoi, en fait? Le rôle du médecin généraliste ou du médecin psychiatre dans le cadre d'un diagnostic, quelle est sa prise en charge, quel est son rôle, son accompagnement et jusqu'où il peut aller dans l'accompagnement d'un patient parce que beaucoup de personnes mettent énormément d'attentes dans le médecin, dans le suivi et très souvent, ben, ils se disent ouais, ben voilà, on m'a lâché dans la nature. Ben, je sais pas quoi faire, on m'a pas aidé et on m'a pas guidé. Tout à Et fait. toujours moi, dans ma position d'accompagnatrice, je prends beaucoup de pincettes en disant, écoute, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, j'en profite de t'avoir aujourd'hui pour que tu nous expliques vraiment le rôle du médecin, qu'est-ce qu'il fait et comment il accompagne. C'est une bonne question, c'est une question difficile parce que c'est vrai que les attentes sont parfois un peu démesurées. Les patients qui viennent nous voir, notamment chez les patients qui sont déjà persuadés d'avoir un TDAH.
Et en fait, souvent, quand le patient il est persuadé, c'est qu'il en a vraiment un. Souvent quand même, hein. Celui qui vient en se posant la question, généralement, c'est qu'il a creusé le sujet et que c'est le cas. Donc, ils attendent beaucoup de ce rendez-vous et ils ont l'impression qu'en une consultation, leur vie va changer du tout au tout. Mm. Sauf que voilà, c'est un parcours. C'est un parcours. Et c'est vrai que une des premières cases, c'est la case médecin, euh, potentiellement médecin généraliste. Et le médecin généraliste, lui, son travail, déjà, c'est de vous accueillir, de vous écouter, de discuter avec vous, et ensuite de procéder à ce qu'on appelle un dépistage. De vous poser les bonnes questions pour dépister les symptômes du TDAH, pour dépister le retentissement de ces symptômes sur votre vie, parce que comme je vous dis, c'est important que vos symptômes aient un impact négatif sur votre vie pour le diagnostic. Donc, quels sont vos symptômes? Comment ça impacte votre vie? Est-ce que vous avez d'autres troubles associés? Quelle est la prise en charge qu'on peut vous proposer? Hein, donc nous, notre travail, c'est de vous accueillir, de vous écouter, faire une consultation médicale, proposer une conclusion et une prise en charge. Et généralement, le médecin généraliste, il va vous orienter vers un psychiatre, d'accord? Et parce que les médecins généralistes qui sont formés pour TDAH, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mm. Les psychiatres non plus d'ailleurs. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir faire le point sur votre vie, d'accord, sur votre parcours, quels sont vos symptômes, comment ça interagit dans vos relations sociales, professionnelles, amicales et tout le bazar, et de vous proposer quelque chose, une prise en charge adaptée. Et ça, Et ça, ça va pas beaucoup plus loin en ouais, fait, parce que notre travail il est médical, hein, on est médecin, hein, on fait pas de thérapie. Quand on va pas vous proposer une thérapie, on va pas pouvoir vous voir 3 fois par semaine. On va pas pouvoir vous coacher votre alimentation, coacher votre quotidien. On va pas vous faire de plan d'activité sportive. C'est pas notre travail. Notre travail, c'est vraiment le diagnostic médical. Donc, voilà. on va vous écouter, on va vous examiner, on va être sûr qu'il n'y ait pas d'autres choses associées à votre TDAH si vous en avez un. Et ensuite, on va vous orienter au bon endroit et peut-être vous revoir si vous êtes diagnostiqué que vous avez un traitement pour l'adaptation du traitement thérapeutique, enfin du traitement médicamenteux, pardon, et voir si vous n'avez pas d'effets indésirables, etc., etc. Mais tout ce qui dépasse ce plan-là, le plan médical, bah, c'est plus de notre sort. Tout à Et fait. si vous attendez de votre médecin, qu'il soit votre médecin, votre confident, votre coach sportif, votre nutritionniste, votre psychothérapeute et votre gourou, à mon avis, il faut revoir un petit peu la relation que vous avez avec lui. Parce que vous en attendez beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Tout à fait. Et c'est vrai que même en thérapie avec un psychiatre qui est psychothérapeute, parce que pas tous les psychiatres font de la psychothérapie, ça aussi il faut le rappeler, ils ne sont pas tous formés en psychothérapie et ça reste des médecins qui sont là aussi pour poser des diagnostics. Mais dans les méthodes actuelles, on est sur une approche d'écoute. Alors bien évidemment, ils poussent à des réflexions, mais il n'y a pas de plan d'action. Il n'y Ouais, a pas tout à de fait. réel plan d'action, même si ça fait du bien d'être face à un professionnel bienveillant. Mais malheureusement, euh, la thérapie, c'est pas fait pour durer 10 ans, par exemple. Moi, j'ai des gens, ils ont fait 10 ans de thérapie. C'est beaucoup. Alors, c'est mon Beaucoup point de vue, trop. bien évidemment. Et c'est pour ça que, en fait, on attend très souvent, et je le vois, et on fait ces prises de conscience ensemble, c'est que on attend un diagnostic qui règle tout ce qu'on a vécu avant ce diagnostic et qui a été difficile. C'est comme une personne qui est addicte à l'alcool pour oublier ses problèmes et elle pense que quand elle va arrêter l'alcool, ses problèmes vont disparaître. Ce qu'il faudra faire, c'est qu'elle fasse face à ses problèmes sobre. C'est ça ce qui va se Exactement, passer. exactement. Et donc, c'est tout un travail de quand même d'introspection, de reconstruction, d'acceptation aussi de ces choses qui peut-être, si on n'avait pas de TDAH, ne seraient pas arrivées. Enfin, tu vois, tout ce qu'on se pose. Et ça, c'est très compliqué pour un médecin d'avoir... enfin, il n'y a pas d'accompagnement médical de cette manière. Non, ça n'existe pas. En fait, la prise en charge du TDAH, ça doit être multidisciplinaire, hein, elle doit être globale. Il faut pas que vous ayez un interlocuteur unique, parce que votre médecin, il pourra pas tout faire pour vous. Hein, c'est très très important, parce que la prise en charge du TDAH, elle doit être, on appelle ça multimodale. Ouais, On doit agir effectivement sur votre traitement médicamenteux si vous en avez un, sur votre thérapie si vous en avez, sur votre activité physique, sur votre alimentation, sur votre routine de sommeil, etc., etc. Tout ça, ça fait partie du traitement. Ça fait partie à part entière du traitement. Votre activité physique, c'est un traitement. Votre ouais, alimentation, c'est un traitement. Ça fait tout à fait. partie de la prise en charge.
Il faut vraiment que ça rentre dans l'esprit des gens, c'est que le diagnostic ne va pas changer votre vie. Le diagnostic, c'est juste un diagnostic. Si Ouais. votre voiture, elle fonctionne plus, que vous l'amenez au garage. Imaginons que c'est le moteur qui déconne. Mm. Votre garagiste vous dit, ben voilà, le diagnostic, c'est que le moteur est pété. Bah, le fait de dire que le moteur est pété, ça va pas réparer la bagnole, hein. Au bout d'un moment, il faut la démonter, il faut changer les trucs, il y a du boulot. Et ben, sur le plan médical, c'est pareil. On vous pose un diagnostic et c'est là que le travail commence. Ouais. C'est là qu'il va falloir prendre votre fille en main. Vous Mm. avez un diagnostic, c'est entre guillemets une bonne nouvelle, parce que si on vous diagnostique à l'âge adulte, c'est que ben, vous êtes allé chercher l'aide à un moment où ça allait pas du tout, où vous êtes en recherche d'amélioration, Ouais. d'aide. Si on trouve le problème, c'est déjà un bon premier pas. Mm. D'accord. On a trouvé le problème, on va le régler. Mais il y a du boulot. Il faut travailler avec votre médecin sur votre traitement si vous en avez. Travailler avec votre famille pour qu'elle comprenne. Vous devez aussi faire du travail, vous, ce qu'on appelle la psychoéducation, Mm. pour comprendre votre trouble, comprendre ce qui vous arrive, comprendre pourquoi vous réfléchissez comme ça, comprendre pourquoi vous avez eu la vie que vous avez eue, à quel moment ça a foiré, etc., etc., et commencer à travailler sur tous ces points-là. Tout à Mais c'est un fait. travail de longue haleine, hein. On ne Et change bien pas sûr, ça 35 ans prend du d'habitude temps. en 2 semaines. Oui, oui, ça prend du temps, c'est ça. C'est pour ça que on parlait au début de la crédibilité du TDAH. Et je pense qu'il y a un vrai manque de crédibilité par rapport à cette prise en charge, au temps que ça prend, parce que très souvent, les gens, ils sont aussi épuisés, tu vois, Ouais, psychologiquement, ouais, bien sûr. de chercher pourquoi ils ont eu toutes ces douleurs, toutes ces difficultés, tous ces défis dans leur vie. Et alors, c'est vrai que le jour où tu as le diagnostic, tu te dis, ah, tu vois, tu passes quand même une bonne journée, quoi. C'est un Euh, soulagement en soi, le Ouais, diagnostic. c'est C'est un quelqu'un vrai qui. soulagement et tu dis, mais ok, je comprends. Et Ouais, après, tu as deux choses qui peuvent se mettre en place, c'est que malgré eux, les personnes, elles peuvent tomber dans ce rôle de victime. Tu vois, ouais, quand elles ont les réponses, ouais, mais moi j'ai un TDAH, oui, mais moi j'ai un TDAH. Et puis en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, notre entourage, le travail, ils attendent. Ben, maintenant que tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Donc fais. exactement. Et Ouais, la plupart du temps, les gens, ils sont aussi ils sont épuisés. Donc, tu vois, ça demande du temps et je pense qu'il faut se laisser le temps d'accueillir tout ça et de réfléchir sur soi, sur ce qui s'est passé. Comme tu disais, la psychoéducation, c'est vraiment très important. Mais je pense aussi, je le dis toujours, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, l'accompagnement, tu sais, comme on dit, mm, seul, on va vite, mais à plusieurs, on va plus loin, tu vois. mm. Ça reste nécessaire parce que ça donne plus de force on trouve encore des réponses. Ouais, tout à fait. Ouais, non, mais t'as raison, hein, t'as raison. Après, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que, effectivement, il y a certaines personnes qui disent, ouais, j'ai un TDAH, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Le TDAH n'est pas une excuse. Ah, complètement. Le TDAH n'est pas une excuse pour se comporter comme un trois petits points, quoi. Mais oui, Euh, mais moi j'ai des gens qui me disent, des femmes, elles m'écrivent, elles me disent, ouais, mon copain, il a été diagnostiqué et tout. Qu'est-ce que je dois faire quand il est violent? Pardon? Qu'est-ce que tu dois faire quand il est violent? Bah, tu pars. Enfin, je veux dire, tu prends tes affaires. Enfin, c'est facile à dire, hein, mais c'est pas une excuse à la violence, le TDAH. Et ça, je le dis tout le temps. C'est pas une excuse à ne rien faire. C'est pas une excuse à ne pas prendre ses responsabilités. Mais les gens, ils doivent être mis face à ça et comprendre ça parce que, je te dis, cette mentalité de victime, elle peut s'insinuer sans vraiment que les gens s'en rendent compte et se cacher derrière. Et ensuite, avec toute cette dérégulation émotionnelle, se sentir attaqué, se sentir, enfin, tu vois, c'est Tu sais compliqué. ce que je pense? Alors, j'espère que ça va pas être mal pris, mais j'ai l'impression que certaines personnes cherchent un diagnostic de TDAH pour se dédouaner, parfois, Oui, quand même, certaines personnes. Par exemple, des gens qui sont tout le temps en retard, tout le temps en retard, tout le temps en retard, qui ont peut-être un TDAH, et ça se trouve, il s'avère qu'ils ont un TDAH, au lieu de se dire, bah, ok, maintenant je sais pourquoi je suis en retard, je vais faire en sorte de mettre en place les stratégies, les moyens pour ne pas être en retard, bah, c'est bon, j'ai une excuse. Désolé, je suis en retard, j'ai un TDAH. C'est comme ça. Ouais, mais en fait, si ton but c'était juste de te trouver une excuse, ben ça sert à rien. Parce que l'objectif du diagnostic, l'objectif de diagnostiquer un trouble, c'est quand même la prise en charge derrière. mais bien sûr. Sinon, quel est l'intérêt? L'objectif, c'est l'amélioration de ton Mm. mode de vie, de tes symptômes, de tes relations, de ton travail, Bon, tu de sais, tout ce que la tu fais. plupart des gens, la plupart des gens qui ont un TDAH, après, ils ont quand même envie d'évoluer parce que ça reste des personnes qui ont un potentiel de fou, franchement. Ça reste des personnes qui ont une pensée divergente, donc C'est vrai. ils voient pas les choses comme les autres. Et donc, il y a vraiment derrière, il y a vraiment de quoi faire.
et tu peux pas te trouver des excuses toute ta vie de toute façon. Moi, j'ai Mhm. travaillé avec une personne qui avait un TDAH et comme c'est dans un domaine complètement différent, elle m'a reconnue et elle a pensé que tout était possible et ça s'est pas passé comme prévu, je pense, pour elle. Non, parce Mhm. qu'après, tu vois, la prise de responsabilité, tout ça, c'est super important. C'est super important. D'ailleurs, je Vraiment. ferai un podcast là-dessus pour que les gens comprennent. Quand on dit prends tes responsabilités, ça fait tout de suite très infantilisant, mais parce qu'on sait pas, en fait, on comprend pas encore cette notion. Qu'est-ce que prendre ses responsabilités? Et souvent, les gens, quand ils comprennent, font OK, j'ai compris. Et ils se bougent. Donc C'est voilà. devenir acteur de sa vie, hein. C'est Mais complètement, important, tout complètement. simplement. Après, tu vois, ça aussi, c'est quelque chose qui est super important, le développement personnel. Il y a des gens qui en ont besoin, mais c'est tout des termes, c'est tout c'est tout des pratiques qui ont été galvaudées, orientées matérielles aussi. C'est quelque chose de très matérialiste aujourd'hui, le développement personnel, et c'est dommage. Et donc, les gens se sont fait avoir et ils ne veulent plus se faire avoir. Donc, quand ils entendent des phrases, tu sais, un peu qui sont réelles, mais ils sont très réfractaires à ça et moi je les comprends. Le développement personnel des réseaux sociaux, j'en peux plus, tu vois, parce que Ouais, c'est infernal. à la fin, c'est pour être riche, beau, avoir des voitures et réussir dans son business, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est des choses que je travaille aussi dans mes programmes et ça marche bien parce que il n'y a pas cette approche matérielle. Le but, c'est d'être en sérénité avec soi-même et d'avancer clairement, d'avoir une vision. Tu sais, quand tu as la tête dans le guidon, tu n'as pas de vision, c'est très compliqué. C'est très compliqué. En tout cas, merci Jonathan d'avoir répondu à mes questions. Merci à Euh, toi. ça nous a beaucoup éclairci et on a enfin des réponses claires sur le diagnostic, la médication, le rôle des médecins et je pense que ça va apporter à énormément de monde. Donc toi, tu as une page sur Instagram et sur TikTok, Vie de Oui, TDAH, c'est fait. C'est et tu as ça. une Vie de chaîne YouTube TDH. aussi? Une chaîne YouTube où je poste surtout des conférences. Hein, Tout des à fait. conférences. Il y en a pas beaucoup pour l'instant, il y en a quelques-unes. Elle a Podcasts et le même conférences. nom? C'est tout Vie de TDH, ouais. Tout Vie de TDAH. Donc les Yes. gens ils peuvent te suivre là-bas. Et donc, tu disais que tu répondais pas, tu faisais pas de diagnostic sur Internet, mais est-ce Pas que du tout. on peut prendre rendez-vous avec toi ou pas? Comment ça se passe? Alors, je travaille actuellement dans une clinique à La Chaux-de-Fonds, en Suisse. Vous pouvez prendre rendez-vous, mais bon, j'ai une patientèle qui est déjà bien saturée, Ouais, malheureusement. Donc, voilà. Si c'est spécifiquement pour le TDAH et que vous n'avez absolument pas de médecin dispo, machin, vous pouvez passer un coup de fil à ouais, l'occasion, mais je pense que les délais vont être un petit peu longs, malheureusement. Et puis, je ne pourrai pas vous suivre en tant que patient. Je tout à pourrais vous fait. orienter. Ok, ben merci beaucoup. J'espère que la prise en charge va évoluer. En tout cas, on travaille pour ça. Je te souhaite une bonne soirée Merci et merci beaucoup. d'avoir Merci à été toi. là. Merci Merci à d'avoir toi. été là. Vous venez d'écouter un épisode du podcast TDAH Family avec le docteur Jonathan Moussa. Comme vous l'aurez compris, le TDAH est un trouble neurodéveloppemental à prendre au sérieux et où la prise en charge est nécessaire. Si dans cette optique, vous avez envie d'évoluer, d'aller plus loin dans la compréhension de votre TDAH, de prendre votre quotidien en main, sachez qu'il vous reste moins de 24 heures pour vous inscrire à mon tout nouveau programme de l'année 2024, Renaissance. Ce programme vous permettra de comprendre en profondeur les tenants et aboutissants du TDAH, mais aussi de vous reconstruire, de vous reconnecter à vous-même, de cultiver cette singularité qui, quand elle est maîtrisée, peut être un atout majeur dans votre quotidien. Toutes les infos sont dans la barre de description. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt sur TDAH Family.